Les RH m'ont dit, nous ne négocions pas avec le personnel junior. Je suis donc parti sans protester, puis j'ai signé un contrat avec leur plus gros client, qui avait un besoin urgent d'un spécialiste, non pas en tant qu'employé payant leurs factures. Comprendre votre parcours professionnel. Elle m'a tendu une brochure intitulée « Comprendre votre parcours professionnel ». Juste après avoir refusé mon augmentation, dénigré mon travail, et me traitant de personnel junior comme si c'était une insulte gravée dans le marbre. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas pleuré. Je suis simplement sorti de ce bureau, avec une promesse silencieuse. Vous vous souviendrez encore de ce visage, mais pas de la manière dont vous l'attendez. Ce qui a suivi n'était pas une crise de colère. C'était de la précision. Si vous avez déjà été ignoré, sous-estimé, ou qualifié de simple support, cette histoire est pour vous. Si elle vous touche, abonnez-vous et laissez un commentaire. Je lis chaque mot, car votre voix compte ici. Ils ne m'ont pas renvoyé en grande pompe. Ils n'en avaient pas besoin. Ce fut le genre de renvoi qui passe inaperçu. Silencieux, poli, et exécuté avec la cruauté précise d'une coupure de papier. Denise des RH m'a convoqué sous le prétexte du développement de carrière. Elle arborait ce sourire neutre que les professionnels des RH réservent aux funérailles et aux licenciements. Je suis entré avec un portfolio, 14 pages détaillant chaque projet que j'avais touché, chaque système que j'avais réparé, chaque dollar que je leur avais fait économiser en résolvant discrètement des problèmes que d'autres faisaient semblant d'ignorer. Je ne voulais même pas de promotion. J'avais demandé une correction de salaire, non pas parce que je me sentais en droit, mais parce que j'avais des preuves. Mais ce n'est pas ce qui m'a blessé. Ce qui m'a transpercé, c'est le ton, cette voix calme et condescendante, quand elle s'est penchée et a dit « Ma chérie, c'est un bureau d'entreprise, pas le Shark Tank. Nous ne négocions pas avec le personnel junior. » Je n'ai pas tressailli. Je ne lui ai pas demandé de répéter. Je n'en avais pas besoin. Cette phrase a résonné comme un fer rouge. Personnel junior, comme si tout ce que j'avais fait, chaque nuit tardive, chaque réparation d'urgence, chaque connexion le week-end, était invisible. Comme si ma présence était tolérée, non respectée. C'est ça, le problème avec les contributeurs discrets. Ils prennent votre silence pour de la faiblesse, sans réaliser que le silence n'est que de la concentration. Je les remerciais, non pas par gratitude, mais parce que j'en avais fini. Je suis passé devant le même tableau blanc que j'avais nettoyé chaque vendredi sans qu'on me le demande. Devant les affiches de leadership que j'avais conçues, mais pour lesquelles je n'avais jamais été crédité, devant le bureau de mon manager, où il regardait des vidéos d'intégration pour un logiciel qu'il ne configurerait jamais lui-même. Personne n'a levé les yeux. Personne n'a remarqué. Et c'est ce qui a tout scellé. Ce n'était pas seulement un rejet. C'était un effacement. J'ai fait mes bagages ce soir-là avec un calme qui m'a surprise moi-même. Pas de tristesse, pas de rage, juste une sorte de détachement chirurgical. J'ai laissé la tasse de l'entreprise, mais j'ai emporté mes connaissances, mes notes, ma documentation, la carte intellectuelle de chaque système qu'ils avaient brisé et que j'avais reconstruit en silence. Je n'ai claqué aucune porte. Je n'ai envoyé aucun email dramatique. Je suis parti de la même manière qu'ils m'avaient traité, comme si je n'existais pas. Mais je savais mieux, car les gens comme moi ne font pas de bruit. Nous agissons. Et je ne suis pas revenu. Je suis allé dans une direction différente. Avant qu'ils ne me traitent de junior, avant que la voix de Denise ne s'adoucît en cette condescendance mielleuse des RH, c'était moi qui empêchais les coutures de se déchirer. Ils ne le savaient pas alors. Peut-être qu'ils ne le savent toujours pas. Mais chaque système qu'ils utilisaient, chaque tableau de bord dont ils se vantaient auprès de la direction, chaque rapport de conformité qu'ils brandissaient devant les investisseurs portait mon empreinte. Je ne l'ai pas construit pour la louange. Je l'ai construit parce que personne d'autre ne le ferait. Il fut un temps, peu avant cette réunion, où je croyais encore que la compétence parlerait d'elle-même. Je restais tard, non pas pour les heures supplémentaires, mais parce que les intégrations étaient brisées et que personne d'autre ne savait comment les réparer. L'entrepreneur avant moi avait laissé la moitié des points d'API ouverts, acheminant des données vers des synchronisations héritées qui n'avaient pas été surveillées depuis le dernier exercice fiscal. J'ai bouché les fuites en silence. Le service financier a passé des semaines à essayer de comprendre pourquoi les factures des fournisseurs ne se synchronisaient pas. J'ai réécrit leur script de l'eau un week-end, et j'ai laissé mon manager penser que ce n'était qu'un redémarrage chanceux.
Lorsque notre plus grand partenaire a subi une panne de back-end pendant une vague d'intégration, c'est ma réécriture de code, effectuée dans un brouillard de minuit, qui a stabilisé le système et sauvé le contrat. Et chaque fois que la panique passait, quelqu'un d'autre en récoltait le crédit. Je n'ai jamais réagi, non pas parce que je ne le remarquais pas, mais parce que j'étais encore assez naïf pour penser qu'il le ferait. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce n'est pas d'avoir été ignoré. C'est d'avoir réalisé qu'ils aimaient ça. J'étais invisible parce que l'invisibilité les mettait en sécurité. Mais même les fantômes gardent des traces. Quand je suis parti, je n'ai pas cherché une plus grande entreprise. J'en ai cherché une plus intelligente, une qui n'avait pas besoin de se pavaner ou de faire semblant. C'est là que j'ai trouvé Leoritech, une petite entreprise de cybersécurité nichée derrière un logo discret et une réputation tranquille. Ils n'étaient pas tapas accent grave l'œil. Ils ne dominaient pas LinkedIn avec des slogans motivants ou des offres d'emploi pleines de mots à la mode. Ce qu'ils avaient, cependant, c'était la faim. Le CTO a répondu directement à mon email. Pas un recruteur, pas un bot. Lui. Il a dit, j'ai déjà vu votre nom. Je pensais que vous étiez plus haut placé. J'ai failli rire. C'était la chose la plus gentille que quelqu'un dans la technologie m'ait dite depuis des années. Notre premier appel n'a pas porté sur le salaire ou les avantages. Il a porté sur les systèmes. Il a sorti un tableau blanc et a esquissé leur architecture actuelle. J'ai signalé 4 failles en moins de 10 minutes, et sa seule réponse a été « Quand pouvez-vous commencer ?» C'est tout ce dont j'avais besoin. Pas d'éloge, pas de piédestal, juste quelqu'un prêt à écouter. J'ai rejoint l'entreprise en tant que contractuel, mais ils ne m'ont pas traité comme tel. En une semaine, je redessinais leur modèle d'authentification des fournisseurs. À la 2e semaine, ils m'ont donné un accès complet à leurs journaux d'audit. À la fin du mois, ils ne me désignaient plus par mon titre du tout. J'étais juste Carla, celle qui fait le travail. Et l'ironie, tout ce que je construisais pour eux, je l'avais déjà construit une fois auparavant. La différence, maintenant, c'est que quelqu'un me voyait enfin le faire. Je ne planifiais pas de vengeance. Pas encore. J'étais trop concentré sur le travail. Mais chaque système que je concevais, chaque processus que je restructurais contenait en lui un souvenir de ce qui avait mal tourné dans mon ancien emploi. Chaque fois que j'optimisais un flux de travail, je me souvenais de la nuit où j'avais réparé quelque chose qui avait sauvé un contrat, et où j'avais dû écouter mon manager se vanter le lendemain matin. Leoritech n'a pas demandé la perfection. Ils ont demandé de la clarté. Ils m'ont demandé ce qui ne fonctionnait pas, et je leur ai dit. Lentement, méthodiquement, j'ai commencé à jeter les bases d'un système qui non seulement réussirait, mais qui serait compétitif. Ils ne le savaient pas encore, mais nous ne reconstruisions pas seulement leur avenir. Nous nous préparions à une bataille. Et je savais exactement où se trouvaient les points faibles de l'ennemi, car je les avais moi-même maintenus. Personne dans mon ancienne entreprise ne savait où j'étais allé après mon départ. C'était intentionnel. Je n'ai pas publié d'informations à ce sujet, je n'ai pas mis à jour mon profil LinkedIn, les laissant supposer que j'avais disparu dans un rôle administratif, peut-être sauter le pas vers un concurrent trop petit pour compter. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'étais devenu le fantôme dans leur rétroviseur. Chez Leoritech, je ne construisais pas des systèmes. Je concevais une arme. Pas dans le sens vengeur. Je ne cherchais pas la destruction. Je cherchais la précision. Ils m'ont donné des ressources, de l'autonomie, et ils ont écouté. Alors, je leur ai donné une infrastructure qui non seulement fonctionnait mieux, mais qui fonctionnait plus intelligemment. Chaque pipeline de données que j'architecturais avait un but. Chaque coffre-fort de credensial avait une logique. Nous avons intégré des redondances là où mon ancienne entreprise avait des raccourcis. Et à chaque jonction critique, je me souvenais de la façon dont cela se brisait à l'époque. Je n'ai jamais prononcé leur nom lors des réunions. Je n'en avais pas besoin. Mais le CTO l'a remarqué. Vous concevez comme quelqu'un qui a trop nettoyé de désordre, a-t-il dit un jour. J'ai juste souri, car il avait raison. Au cours des 3 mois suivants, nous sommes passés d'une pensée après coup dans l'industrie à un nouveau venu agressif. Nous n'avons pas lancé de rebranding ni embauché d'influenceurs. Nous avons simplement gagné des contrats discrètement, efficacement. J'ai écrit notre cadre d'audit des fournisseurs à la main. Il était conforme, élégant, et surtout, réel.
Le genre de choses que les clients pouvaient comprendre, pas seulement cocher sur une liste. La première fois que nous avons affronté mon ancienne entreprise, c'était sur un accord de migration de données de taille moyenne. Ils sont arrivés avec un pitch deck tape à accent grave-l'œil et 10 minutes de mots à la mode. Nous sommes arrivés avec une démonstration en direct, une feuille de route et des réponses. Nous avons gagné. Et quand j'ai vu leur nom sur la liste des concurrents, je n'ai pas tressailli. J'ai laissé ma caméra éteinte pendant l'appel, les laissant deviner qui avait écrit l'architecture qui les avait surpassés. À partir de là, cela a fait boule de neige. Le mot s'est répandu dans les cercles de Bacan. Léoritech n'était pas seulement rapide, nous étions propres. Les clients ont aimé ça. Et cela n'a pas fait de mal que la moitié des problèmes que nous avons résolus étaient des problèmes que mon ancienne entreprise avait laissés derrière, comme des plaies ouvertes. On en est arrivé au point où notre équipe juridique a commencé à signaler des similitudes dans les propositions. Ces flux de travail semblent familiers, a dit un analyste. J'ai gardé le silence, parce que bien sûr, il l'était. J'avais écrit les deux versions, l'une dans l'obscurité, l'autre à la lumière du jour. À la fin du deuxième trimestre, nous étions présélectionnés pour un énorme appel d'offres d'intégration gouvernementale. Le genre d'accord qui ne faisait pas seulement évoluer les revenus, mais qui redéfinissait la crédibilité du marché. Et devinez qui d'autre a été retenu? Mon ancien employeur. J'ai ri en voyant la note d'information. Les mêmes mots à la mode, la même promesse d'évolutivité, les mêmes graphiques recyclés que j'avais autrefois conçus, mais pour lesquels je n'avais jamais été crédité. Mais cette fois, je n'étais pas invisible. J'étais dans la salle de guerre, pointant leurs propositions avec un stylo rouge et disant « C'est ici que ça va échouer ». Parce que je savais. Je savais que leur système n'était pas sécurisé. Leur rapport était gonflé. Leur protocole de correction était plus du ruban adhésif que de la défense. Et j'avais des preuves, des captures d'écran, des journaux, des sauvegardes, non pas pour armer, mais pour optimiser. Notre CTO n'avait pas besoin de drame. Il avait besoin de stratégie. Nous avons donc réécrit le récit, pitch après pitch, jusqu'à ce qu'il soit clair que nous ne faisions pas seulement une offre, nous chassions. Et eux, ils parlaient encore de synergie comme si cela signifiait quelque chose. Je n'avais pas besoin de prononcer leur nom dans la pièce. J'avais juste à montrer le travail. Et dans ce silence, j'ai bâti le plan de leur chute. Non pas avec le feu, mais avec des faits. La présentation finale était prévue pour un vendredi matin. Un contrat public-privé traité, d'une valeur de 7 chiffres sur 3 ans de support système récurrent. C'était le genre d'accord qui réécrivait les organigrammes et déterminait quelle entreprise serait encore debout dans 5 ans. Nous n'avons pas répété comme eux. Pas d'équipe média, pas de discours d'encouragement. Nous avions quelque chose de mieux. Des réponses. Chez Léoritech, nous avions passé des mois à construire un prototype si adapté, si étanche, qu'il n'avait pas besoin d'une présentation tape à accent grave-l'œil et parlait de lui-même. Pourtant, je ne pouvais ignorer la nervosité. Pas de peur, mais de l'anticipation. Parce qu'au moment où je suis entré dans ce centre de conférence et que j'ai vu les pancartes nominatives, je savais qui serait assis en face de moi. Mon ancienne entreprise. Le même logo bleu, les mêmes imprimés glacés, la même équipe de direction qui m'avait jadis appelé personnel de soutien. Et au centre de tout cela, Denise DRH. Elle était là, vêtue d'un blazer noir, avec un presse-papier et cette même expression d'autorité supposée. Ses yeux parcouraient la pièce comme pour jauger qui comptait. Ils ne se sont pas posés sur moi. Pas encore. Je me suis assise avec l'équipe de Léoritech. Non pas devant, mais là où la stratégie se cache toujours, au milieu. Je ne me suis pas présenté. Je n'en avais pas besoin, car dès que notre présentation a commencé, la donne a changé. Notre CTO a commencé par une présentation de la nouvelle architecture système, avec des démos en temps réel, des benchmarks de tests de stress, des points d'intégration clairement étiquetés et résilients. Le comité de sélection s'est penché. Leur conseiller juridique a pris des notes. Et je l'ai vu. Le premier signe de malaise de l'autre côté de la table. Quand les questions ont commencé, ils se sont tournés vers l'équipe de Denise pour être rassurés. Ils n'ont rien obtenu, car nous étions prêts. J'ai répondu à 3 questions de conformité d'affilée, chacune liée à des scénarios réels que j'avais vécus de l'autre côté. Je ne l'ai pas dit, bien sûr.
j'ai laissé les détails parler d'eux-mêmes. Un cadre s'est penché et a demandé « Comment avez-vous anticipé ce mode de défaillance ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Parce que je l'ai déjà vu. » Et je l'ai réparé. C'est alors que le regard de Denise m'a enfin trouvé. Son expression n'a pas changé, mais sa posture a changé. Juste un peu trop immobile, comme une peinture qui essaie de ne pas craquer. Quand ce fut le tour de notre ancienne entreprise, le changement fut brutal. Leurs diapositives étaient familières. Trop familières. Des graphiques génériques, des déclarations de mission grandioses, une étude de cas qui référençait des systèmes que j'avais personnellement écrits et révisés sans crédit. Ils mentionnaient des mots comme évolutivité mais pas de détails. Un membre du comité a posé une question directe sur la délégation d'informations d'identification sous pression d'audit. Ils ont bafouillé. Leur ingénieur principal a été dirigé. Denise s'est penchée pour murmurer à quelqu'un derrière elle, mais le mal était déjà fait. Le moment où ils ont réalisé que j'étais dans l'équipe adverse est survenu au milieu d'une discussion sur la compatibilité des systèmes. Leur vice-président de la technologie s'est figé en pleine phrase, a balayé du regard les participants, puis m'a regardé directement. J'ai soutenu son regard. Pas de sourire, pas de triomphe, juste une présence. La pièce est devenue froide. C'est à ce moment-là, ce changement invisible, que le gibier est devenu l'architecte du piège. Notre déclaration finale n'était pas un pitch. C'était un audit de performance. Nous avons présenté 3 simulations montrant comment chaque système d'entreprise gérerait l'équilibrage de charges d'urgence et les violations de conformité des données. Le nôtre a réussi en temps réel. Le leur a ralenti, puis a échoué silencieusement, définitivement. Lorsque le président du comité de sélection s'est levé pour conclure, il n'a pas pris la peine de faire du théâtre. Il a simplement dit « Nous allons de l'avant avec Leoritech en tant que partenaire système. » Une pause. Avec effet immédiat. Je n'ai pas regardé. Je n'en avais pas besoin. Je l'ai senti. Le poids de chaque renvoi, de chaque crédit oublié, de chaque évaluation de performance peut-être au prochain cycle, écrasé sous un seul contrat. De retour à l'hôtel, notre équipe n'a pas fêté. Pas bruyamment, juste des toasts silencieux, des captures d'écran de l'email signé, et un peu trop de café. Mais pour moi, le vrai moment est arrivé quand j'ai ouvert ma boîte de réception. Il y avait là un fil de discussion transféré par l'équipe de direction de mon ancienne entreprise, avec pour objet « urgent ». Quelqu'un connaît-il l'architecture système de Leoritech? Et juste comme ça, la situation s'est inversée. Mais cette fois, c'est moi qui mettais la table. Le premier message est arrivé moins de 48 heures après l'attribution du contrat. Un objet vague, petit point rapide. L'expéditeur, Brad, mon ancien manager. Le même qui m'avait un jour transféré une chaîne de mails que j'avais rédigée, agissant comme s'il avait découvert quelque chose de nouveau. Je ne l'ai pas ouvert, j'ai juste regardé l'aperçu. J'ai vu ton nom sur la liste d'appels. Félicitations. Peut-être que nous pourrions. C'est aussi loin que j'ai lu. Le lendemain, Denise a essayé. Son email était plus long, poli, enveloppé d'une fausse sincérité. Il est clair que vous avez fait des progrès significatifs dans votre nouveau rôle. Nous serions ravis d'explorer une opportunité de collaboration à l'avenir. Peut-être même quelque chose de permanent, avec le titre et la rémunération correspondant à vos talents. Elle avait mis cette partie en gras. Titre et rémunération. Je l'ai imaginé taper lentement ses touches, espérant qu'elle réécrive les 2 dernières années. L'ironie, elle utilisait la même police que le dossier RH qu'elle m'avait donné le jour de mon départ. Le même pied de page aussi. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas transféré, je n'ai même pas fait de capture d'écran. Je l'ai simplement archivé avec une satisfaction tranquille que le silence porte souvent. Puis est venu le 3e message, du vice-président des opérations, l'homme qui m'avait dit un jour que je devais le mûrir pour atteindre mon potentiel. Son email était court, une seule ligne. Peut-être avons-nous mal jugé votre portée. Ma portée? Comme si j'étais un objectif mal calibré au lieu d'une personne. Comme s'il n'avait pas profité de mon travail pendant des années sans jamais apprendre mon nom. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Il savait maintenant. Il le savait. Chaque fois qu'un client demandait « Pouvons-nous avoir la personne de Leoritech sur cet appel ?»
Chaque fois qu'ils ouvraient un rapport et voyaient un système qu'ils ne comprenaient pas parce qu'ils ne l'avaient jamais construit, ils l'avaient hérité. Ma vengeance n'était pas publique. Elle n'était pas bruyante. Elle était chirurgicale. Je les ai laissés parler à mon ombre pendant que j'avançais sans eux. Le dernier message que j'ai reçu de quelqu'un de cette entreprise est venu d'un ingénieur junior. Juste 3 mots, tu avais raison. J'ai mis mon profil LinkedIn en privé cette nuit-là, non pas pour me cacher, mais pour leur rappeler qu'ils n'étaient plus invités. Je n'ai jamais cherché à démanteler qui que ce soit. C'est la partie qu'ils ne comprendront jamais. Ils se diront que j'ai comploté cela. Que j'ai rejoint un concurrent juste pour les humilier. Que chaque victoire était un coup monté enrobé de code. Mais la vérité, c'est que je voulais juste être vu. Pas applaudi, pas idolâtré, juste vu pour le travail, l'effort, les résultats. Et quand ils ont refusé de regarder, j'ai trouvé quelqu'un qui l'a fait. Ce fut le catalyseur. Pas la rage, pas le ressentiment, mais la reconnaissance. Tout ce qui a suivi, l'audit, la victoire, le changement de marché, les emails qu'ils auraient aimé ne jamais envoyer, ce n'était pas mon objectif. C'était juste la gravité. La conséquence, l'effondrement silencieux d'une structure bâtie sur l'arrogance et les suppositions. Ils m'ont appelé Junior, comme si cela allait me rétrécir, comme si les titres faisaient la vérité. Mais ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est que certaines personnes n'ont pas besoin de validation pour construire du pouvoir. Elles ont juste besoin d'espace. Et au moment où je l'ai eu, je ne l'ai pas utilisé pour regarder en arrière. Je l'ai utilisé pour grandir. Les systèmes que je conçois maintenant sont plus propres. Les réunions que je dirige sont efficaces. L'équipe que je gère ne demande pas la permission de parler. Ils n'attendent pas d'être reconnus, car ils savent ce que ça fait d'être effacé. Je n'entre plus dans les pièces en espérant prouver un point. J'entre parce que c'est mon travail, ou ma table. Et si ceux qui m'ont un jour appelé invisible se trouvent à la porte, demandant à être autorisés à entrer, je n'élèverai pas la voix. Je relèverai la barre. Je ne les ai pas détruits. Je les ai dépassés. Et ce sont eux qui m'ont donné le plan pour le faire. Leçon de l'histoire, parfois, la vengeance la plus puissante n'est pas une grande démonstration, mais une évolution silencieuse. Cette histoire ne parle pas de brûler les ponts. Il s'agit de s'éloigner d'un système qui n'a jamais vu votre valeur et de construire quelque chose de mieux selon vos propres conditions. Carla n'a pas gagné en démolissant qui que ce soit. Elle a gagné en se présentant dans des pièces où son expertise était enfin reconnue. Et en laissant son travail parler de lui-même. Ses anciens employeurs n'ont pas été ruinés par elle. Ils ont été défaits par leur propre incapacité à reconnaître la personne même qui maintenait leur structure. Ce n'est pas seulement un arc narratif. C'est le reflet de ce qui se passe dans la vie réelle lorsque le talent est ignoré, la loyauté est tenue pour acquise et les voix sont réduites au silence sous le poids de l'ego. Pour tous ceux qui ont déjà été licenciés, rabaissés ou ignorés au profit de quelqu'un de plus bruyant mais moins compétent, il y a un message ici. Vous n'avez pas besoin d'exploser pour avoir un impact. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Parfois, il suffit de partir, de reconstruire et de laisser votre succès devenir l'écho. Dans la culture du travail actuelle, en particulier dans la vie d'entreprise américaine, il y a une pression croissante pour s'affirmer bruyamment ou se promouvoir constamment. Mais cette histoire nous rappelle que le pouvoir peut aussi venir de l'immobilité, de l'observation et de l'action discrète, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour qu'ils rattrapent leur retard.